du salon de l'auto. Mon cher Aurélien, j'imagine que vous êtes sur le stand Renault, puisque vous allez nous parler de la 4L. La voiture était très attendue. Effectivement, mon cher Pierre, Renault qui avait choisi le credo stratégique, vous savez, de la présentation de 9h ce matin. C'est celle qui est souvent très attendue. Et effectivement, cette 4L électrique, la grande sœur de la Renault 5, elle a fait sensation. Une voiture très moderne, mais avec de nombreux rappels, des clins d'œil à la 4L d'origine. Et qui de mieux placé pour en parler que Gilles Vidal, le directeur du design de Renault. Alors sur les éléments de reconnaissance, il y a la silhouette déjà vue de loin, avec un avant assez vertical, un capot horizontal, mais qui accélère au dernier moment un peu pour aller rencontrer la calandre. Et puis l'arrière incliné, penché, presque jusqu'au sol, jusqu'au pare-choc, parce qu'on a un seuil de chargement très bas sur cette voiture. Et ça, on a voulu à tout prix le respecter sur cette nouvelle 4L, parce que la raison d'être d'une 4L, c'est ça, d'une Renault 4, c'est ça, c'est la praticité. Voilà, pratique, plus de 4,10 mètres, donc c'est effectivement la grande sœur de la Renault 5 qui était aussi évidemment présent sur ce stand de Renault. Il y avait aussi, Pierre, la Twingo, le prototype de ce qui avec les phares de grenouille. Oui, exactement, avec cette couleur verte en plus, donc on est assez cohérent. Elle arrivera en 2026. Juste en face, il y avait le Dacia Bigster, le gros SUV familial de Dacia. Là aussi, beaucoup d'attentes pour les familles, notamment sur ce type de véhicule. Et puis pour se faire un peu plaisir aussi, l'aspect sportif, Pierre, d'Alpine, l'A290. Donc là, c'est une petite voiture citadine très sportive. Et l'A390 qui a été dévoilée là aussi en avant-première mondiale. Un coupé qui sera fabriqué en France, qui sortira pour le premier véhicule de l'usine de Dieppe et pour l'autre de Douai. Bon, là vous nous faites rêver, mais il y a aussi évidemment, je pense, des voitures abordables. On parle tellement du prix, de la cherté des voitures que j'imagine que dans ce mondial, il y a des voitures électriques et abordables. Oui, et la direction, le stand de Citroën qui, avec sa IC3, propose peut-être ce qui est la première vraie voiture électrique abordable à un prix raisonnable. Thierry Koskas, le patron de Citroën. On a fait les premières livraisons de C3 en France. C'est déjà le deuxième véhicule électrique le plus vendu en France. Et donc on a la possibilité enfin d'offrir une voiture électrique abordable, 23 300 € avant les aides du gouvernement. On est en train de dire le véhicule électrique c'est au même prix qu'un véhicule thermique. Et donc c'est vraiment intéressant pour le client. Donc voilà, Renault a fait beaucoup d'efforts pour réussir à baisser les coûts sans proposer quelque chose de bas de gamme, loin de là. Juste à côté, il y avait le C5 Aircross. Donc là, on retourne dans les SUV familiaux qui va exister en électrique, mais aussi en hybride et en hybride rechargeable. Et puis cette gamme C3, là aussi, on n'est pas que sur de l'électrique. Il y aura pas mal de thermiques proposés également. Bah oui, c'est ça, parce qu'on a vu que sur l'année 2024, on a 46% d'hybride en vente, on a 26 de thermique, 20 d'électrique et puis 6% seulement de diesel. Est-ce que ça veut dire aussi que avec cet objectif de 2035, on veut bien faire de l'électrique, mais on propose aussi d'autres voitures et des voitures thermiques en l'occurrence? Ben voilà, c'est exactement ça. Citroën parle beaucoup de sa IC3, mais aussi de toute cette gamme. Et c'est clairement ce que j'ai retrouvé en discutant avec tous les patrons de ces constructeurs, BMW, Kia, Volkswagen. Vous trouverez, alors très peu de diesel évidemment, mais quasiment toutes les motorisations selon les modèles, selon les types de budget. Et c'est également ce qu'on retrouve sur le site de Audi, dont j'ai interrogé le patron pour la France, Robert Brechko. Notre rôle comme constructeur, c'est d'être prêt et d'offrir le meilleur pour le client, pour accompagner cette transition vers l'électrique, mais aussi au rythme du client. C'est finalement lui qui va choisir. Il y a un nouveau Audi qui s'est installé avec cette nouvelle gamme qui est en train de se renouveler. Nous parlons quand même de 20 nouveautés dans les prochaines 2 années. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi présents, aussi nombreux ces constructeurs cette année sur le mondial. Audi, une vingtaine de nouveaux modèles sur les prochaines années, les prochains mois. C'était pareil chez BMW, qui a également toute une gamme vraiment avec beaucoup de produits à montrer. Donc pour l'ouverture au public demain, il y aura de quoi faire du côté de la porte de Versailles. Et puis il y a quelques constructeurs chinois évidemment. Oui, incontournable. Alors, ils étaient neufs déjà il y a 2 ans, sauf qu'on les a beaucoup vus, il y avait moins de constructeurs. Ils sont à nouveau neufs, mais ce ne sont pas les mêmes d'ailleurs cette année. Mais ils ont aussi des stands très très impressionnants. Il y a Hongqi par exemple, qui fournit ce qu'on appelle souvent la Rolls chinoise, la voiture du président chinois. Ils arrivent avec 3-4 modèles de berline électrique. Vous avez des grands groupes qui ne sont pas très connus en France, comme Dongfeng, comme GAC, qui proposent des véhicules assez intéressants.
Forcing, Skyworth, c'est pas des marques très très connues, mais elles sont là, elles présentent de nouveaux modèles. Et puis dernier mot sur Leapmotor, qui est intéressant parce que c'est le constructeur chinois affilié, presque la 15e marque du groupe Stellantis, juste à côté d'Alfa Romeo et de Peugeot. On trouve donc ces petites citadines plutôt, mais la gamme s'étend de Leapmotor, qui donc appartient en partie au groupe Stellantis. Merci beaucoup Aurélien Fleureau, et puis coup de chapeau à Serge Gachot qui nous a fait ce mondial 2024 absolument réussi avec effectivement également le Cybertruck de Tesla. Ça c'est. Alors, je suis pas encore allé le voir, je l'avais vu à Vivatech, on en avait parlé sur Europe 1 il y a quelques semaines, mais c'est pour demain. Quand j'étais enfant, on allait voir les Ferrari, maintenant on va voir le Cybertruck. C'est toute une époque. 20h37 sur Europe 1. Merci beaucoup Aurélien Fleureau en direct du mondial de l'auto 2024 pour Europe 1. Jean-Michel Salvatore, vous qui avez fait je sais pas combien de salons de l'auto dans votre carrière. Ça s'appelait le salon de l'auto. Ça s'appelle le salon de l'auto. Ça s'appelait pas encore le mondial automobile. Ouais. Mais vous voyez, c'est un peu toujours la même chose, sauf que là, on est totalement sur l'électrique, quoi. Non, c'est pas la même chose, parce que dans les allées, c'est vrai que c'est la fête. Il y a des très belles voitures, notamment des voitures françaises. On a parlé de la 4L, on a parlé de la R5, mais je dirais qu'en coulisses, il y a une inquiétude qui est très 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 forte. Parce que les constructeurs sont tout simplement inquiets pour leur survie. Et ça concerne principalement les constructeurs européens et les constructeurs français. Donc il n'y a plus cette gaieté qu'il y avait des constructeurs à l'époque. Il n'y a plus cette légèreté parce qu'on a la chance, la France a la chance d'avoir encore 3 constructeurs automobiles. C'est une chance extraordinaire. On a Renault, on a Peugeot et on a Citroën. Bon. Et on voit bien que ces 3 constructeurs, comme les autres constructeurs européens, comme Volkswagen, sont pris dans ce piège de cette échéance de 2035 où ils devront cesser de vendre sur le territoire européen des voitures à moteur thermique. Et c'est un véritable piège parce qu'on voit bien que pour l'instant les Européens achètent peu de voitures électriques tout simplement parce qu'elles sont trop chères. Bien sûr. Et ce qu'on voit bien aussi, c'est que les Chinois ont des voitures électriques moins chères et ils risquent de rafler le marché. Donc c'est véritablement une inquiétude existentielle pour l'industrie automobile. Gilles Boutin du Ce que vous dites interroge profondément sur cette espèce de messianisme vertueux qu'on retrouve au niveau européen, c'est-à-dire que au forceps, on tord le bras aux constructeurs pour faire leur transition et passer à l'électrique. Les constructeurs sont pénalisés dès lors qu'ils ne vendent pas suffisamment de voitures électriques. Cependant, il faudrait dans ce cas forcer les consommateurs qui eux-mêmes sont aux abonnés absents pour satisfaire les quotas en question. Donc derrière, les constructeurs devront s'acquitter d'amendes. De quel montant, ils l'ignorent encore. Donc cette politique coercitive européenne qui ensuite touche chaque État, on peut vraiment s'interroger sur la vertu qu'elle a. C'est-à-dire qu'il faudrait un temps beaucoup plus long pour faire cette transition, beaucoup plus d'accompagnement, et on a l'impression qu'il faut faire tout par la dureté, seulement par ces moyens-là. Ce qu'ils ont, en fait, la Commission a voulu faire de la politique sur un sujet économique. Bon, en fait, ce qui s'est passé, on s'en souvient. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Dieselgate. 2017. C'est quand Volkswagen avait été accusé de réduire frauduleusement les émissions polluantes de ses moteurs à la fois diesel et de ses moteurs essence lors des tests d'homologation. La Commission de Bruxelles a été tellement piquée par cette histoire qu'ils se sont dit quasiment sans concertation, ils se sont dit, puisque c'est comme ça, puisque les constructeurs européens sont des pollueurs et qu'ils le cachent, eh bien, nous les mettons au défi, en 2035, de cesser de vendre des voitures thermiques et de vendre ils auraient pu dire qu'ils cessent le diesel, mais là ils ont dit carrément les voitures thermiques. Oui, il y a eu enfin, c'est une décision qui est incroyablement lourde parce que ça exige une mutation de l'industrie automobile qui est quand même une industrie très importante. Ça fait vivre 14 millions d'Européens aujourd'hui. Et on a vu comment l'industrie automobile s'est adaptée avec ce qu'on appelle en bon français le downsizing, c'est-à-dire que les moteurs V12, V8 n'existent plus. Maintenant, il y a, alors pour les grandes voitures, il y a des 6 cylindres et encore, elles sont maintenant hybridées, toutes micro-hybridées. Et à l'époque, quand vous et moi, Jean-Michel, on achetait une voiture de 2,5 litres, maintenant on achète une voiture d'1 litre, turbo-compressée, hybridée, machin, enfin, tout. Et on peut quand même dire bravo aux constructeurs qui se sont adaptés. Bien sûr. En un temps record, le délai moyen de la production, en tout cas d'un concept de voiture, c'était 7 à 10 ans. Ils se sont adaptés en 1 à 2 ans pour transformer toutes les gammes automobiles. Ouais, en fait, ils ont dépensé des milliards pour changer de technologie. Donc, il faut voir un petit peu ce que ça représente en termes d'efforts, mais en termes également de risques. Parce qu'évidemment, on n'est jamais sûr du résultat. Et quand on voit que les Chinois sont en embuscade et que finalement, ils risquent
d'arriver en Europe et d'inonder le marché européen de leurs voitures. C'est ça. Évidemment. Qui sont toutes électriques et qui sont beaucoup moins chères. Bien sûr, bien sûr. L'Europe se targue d'être une espèce de planificateur et ils échouent. Et à chaque fois, c'est les Chinois qui sont en embuscade, comme sur le photovoltaïque ou d'autres technologies, ou les éoliennes, par exemple. Donc, ça interroge vraiment sur le caractère... l'Europe n'est pas colbertiste, ça se saurait, mais on souhaiterait avoir plus de longueur de vue de leur part. 20h42, vous êtes sur Europe 1. Dans un instant, on va parler argent encore, avec les dépenses publiques, avec le ministre de la Justice qui dit « Moi, j'ai pas assez d'argent, si c'est comme ça, je sors du gouvernement », avec Valérie Pécresse qui dit « Moi, je veux bien faire des économies, mais dans ce cas-là, l'Élysée aussi ». À tout de suite sur Europe 1.